commencer donc par l'introduction. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des utilisateurs de Digdash depuis de nombreuses années, mais il y a aussi des nouveaux. Donc, la première partie, cette partie présentation, c'est un peu de rappeler qui est Digdash, ce qu'on fait, qui on est de manière un peu plus personnel, et puis d'échanger sur les axes de développement, ce qu'on va faire, quels sont les plans pour Digdash dans les années à venir. Donc en quelques chiffres, Digdash, c'est plus de 170 000 utilisateurs parmi 480 clients. Donc je rappelle que c'est une année un peu particulière, l'année 2020, avec beaucoup de gens qui étaient en confinement. Donc ça a eu des impacts chez certains de nos clients. Bien évidemment, on a des clients qui sont directement beaucoup plus impactés que nous par ce confinement. Donc voilà, nous on a essayé de jouer le jeu de notre côté pour les aider, pour leur faciliter effectivement l'accès à la plateforme, pour les aider au maximum pour qu'ils puissent s'en sortir du mieux possible sur cette situation assez particulière. Et c'est ce qui nous oblige aujourd'hui effectivement à pas être en présentiel. C'est un peu dommage, le club utilisateur, c'est toujours la bonne occasion de se rencontrer pour les gens qui ne nous connaissent pas plus que ça. Donc d'ailleurs, je vais rappeler aussi qui je suis. Donc moi, je suis Antoine Buat, je suis le fondateur de la société Digdash, le dirigeant actuel. Et puis effectivement, normalement, c'est l'occasion de rencontrer les clients que je n'ai pas encore rencontrés, parce qu'effectivement, je ne peux pas rencontrer tous les clients, mais ça fait toujours plaisir en général d'échanger durant ce club utilisateur. On essaiera de le remettre en présentiel le plus rapidement possible. Donc, quelques chiffres pour continuer, 45 employés, 18 développeurs, 18 consultants, 9 personnes au commerce et marketing et admin. Voilà sur la partie chiffres. Alors, quelques éléments sur les nouveaux clients. Je ne vais pas tous les citer ici, c'est juste pour… Alors, il y en a certains qui sont des faux nouveaux, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui étaient en POC l'année dernière et qui ont déjà participé au club utilisateur, mais qui ont vraiment contractualisé la partie Digdash pour aller sur des projets un peu plus gros. Et puis, effectivement, tout un ensemble de nouveaux clients. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois des gens dans le secteur public, dans le secteur privé, quel que soit leur type de projet. Nouveaux partenaires aussi, donc ça c'est important aussi à comprendre que l'écosystème de Digdash se développe, on essaye de le développer avec vos besoins. L'idée c'est pas d'aller vers des partenaires de manière aléatoire, mais c'est de comprendre au mieux vos besoins. On a compris notamment de nos clients collectivités, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être perçu par tous maintenant, y compris dans le secteur privé, l'importance d'avoir un client de hosting de cloud, donc d'hébergement, qui soit un partenaire européen. Effectivement, avec les problématiques du Cloud Act américain, je rappelle juste en quelques mots ce qu'est le Cloud Act américain. C'est une loi américaine qui permet au gouvernement américain d'accéder aux données si besoin. Alors pour des raisons de sécurité nationale en théorie, ça veut dire qu'en réalité, ça leur ouvre la possibilité d'accéder à les données de n'importe qui à n'importe quel moment, à partir du moment où les données sont hébergées par une société américaine. Je parle bien de société américaine, ça n'a rien à voir avec le lieu où est hébergé le serveur. Donc, quand vous êtes sur un cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, vous êtes soumis par défaut à ce Cloud Act américain. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc là, on a vraiment renforcé le partenariat existant qu'on avait avec OVH Cloud, qui est un acteur français situé initialement à Roubaix, mais qui est un acteur international, puisqu'ils ont également un data center au Canada. Ils ont vraiment cette capacité à offrir une plateforme d'hébergement qui est très robuste, mais qui est en plus habilité hébergement de données de santé, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement d'un point de vue sécuritaire compatibles ISO 27001, mais en plus avec le renfort HDS. Donc, c'est le cas, on héberge des données de santé, notamment pour le ministère des Affaires sociales et pour les ARS, avec de la donnée sensible sur la plateforme OVH Cloud. Donc ça, c'est important de le préciser. Si vous avez des besoins très spécifiques et si vous vous souciez, vous, également de cette problématique du Cloud Act américain, on a des solutions pour vous. Après, ça ne nous empêche pas de continuer à renforcer les partenariats avec d'autres prestataires qui sont sur des clouds entre guillemets américains, tel qu'on va les appeler. C'est le cas de Snowflake. Donc Snowflake, c'est une solution de hosting de data qui est un peu spécifique parce qu'elle permet non seulement d'avoir un entrepôt de données accessible pour faire du décisionnel, mais potentiellement d'autres choses, de la data science ou des choses comme ça. Donc c'est une solution assez souple, assez élastique, qui permet effectivement potentiellement de remplacer des solutions un peu plus archaïques de stockage de l'information.
Ok, alors sur les axes de développement, on continue à progresser. Alors pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, sur plusieurs volets, l'aspect conseil et projet. Donc on renforce notre équipe consulting pour pouvoir accompagner nos clients sur la conduite complète de leurs projets, hein. Parfois on est que sur des projets décisionnels, mais parfois on est effectivement sur la partie y a-t-il besoin d'un entrepôt de données, que faut-il faire de nos données, où les héberger, comment améliorer finalement notre ROI, hein. Est-ce qu'on a on n'est plus en capacité de stocker les données en interne chez nous, y a-t-il des solutions existantes? Donc là, on est capable de vous accompagner sur tous ces sujets-là. Autre point, on développe, comme vous l'avez vu dans la page présente, l'aspect partenariat et également centre de compétences, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de sociétés ESN, hein, donc on va dire des prestataires de services qui maîtrisent de plus en plus DigDash et qui sont en capacité de vous offrir effectivement, en dehors de DigDash, hein, cette capacité à venir renforcer vos équipes pour créer des tableaux de bord, pour venir faire la maintenance applicative de vos applications. Donc on a aussi cette capacité-là. Dernier point, on a un axe de développement aujourd'hui sur les collectivités. C'est-à-dire que on a de plus en plus de collectivités qui utilisent DigDash et on a vu un besoin assez criant qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui sont occupées avec du Business Objects parce que beaucoup des éditeurs ont fourni des univers Business Objects avec leurs applications. Pour éviter de tout refaire, alors c'est déjà aujourd'hui, il y a déjà du partage qui existe entre les collectivités, donc ça c'est une première étape. Mais la deuxième étape, c'est qu'on voudrait effectivement beaucoup plus verticaliser l'offre avec les partenaires éditeurs qui fournissent des solutions métiers pour fournir par défaut en standard. Bon, on sait que ça ne va pas être comme les univers BO, c'est-à-dire que ça va pas couvrir forcément 100% des besoins, mais en tout cas, ça permet de démarrer le projet beaucoup plus rapidement, d'avoir tout un ensemble d'offres à disposition dès qu'on va déployer DigDash. Donc ça intègre cette partie-là, effectivement, connecteur vers le monde métier, mais aussi une offre complète sur la partie hébergement, parce que là, encore une fois, je reviens sur la thématique précédente, mais on peut proposer une offre complète d'administrer vos données, d'administrer non seulement la gouvernance, le stockage, l'historisation de vos données sur un cloud européen. Donc ça, on a vraiment toutes les briques maintenant pour pouvoir vous proposer cette solution-là. On continue également sur l'export. Alors, on avait ouvert l'année dernière notre bureau à Madrid. On a 2 personnes supplémentaires cette année dans notre bureau à Madrid pour faire à la fois du consulting et du commerce. Donc, ça continue. Je rappelle que notre bureau à Madrid, il couvre à la fois l'Espagne, mais également toute l'Amérique centrale, tous les pays hispaniques d'Amérique centrale. Donc, on commence à avoir pas mal de clients dans cette zone-là. Alors, aujourd'hui, c'est un club utilisateur en français, donc je vous rassure, on n'est pas pour l'instant à faire un club utilisateur multilingue. On verra à un moment si ça vaut le coup de croiser les expériences avec des sociétés étrangères. Alors, juste petit rappel, ça c'est des slides que vous avez déjà vus l'année dernière pour ceux qui étaient déjà là. Notre siège social est toujours basé à Aix-en-Provence. On a également un bureau parisien et un bureau à Madrid. Donc le bureau parisien, principalement des consultants, et le bureau à Madrid, c'est un mix de commerce effectivement et de consultants. Juste quelques slides sur les collaborateurs, mais là je ne vais pas détailler puisqu'effectivement vous recevrez les slides, donc vous pourrez effectivement voir comment est organisé un petit peu DigDash, à la fois le service commercial, le support, le marketing, l'accueil, la formation, le développement. Mais ce qui est intéressant à montrer aussi, c'est les derniers arrivants. Donc ça, c'est effectivement les personnes qui ont rejoint DigDash au cours de l'année, même plus récemment que ça pour la plupart. Alors, il n'y a pas de photo pour Julien, j'imagine, c'est parce qu'on n'en a pas trouvé. Tu peux mettre à jour la slide, Antoine, il y a la photo. Alors, je vais mettre à jour la slide si vous avez trouvé une photo de Julien. Pourtant, Julien, ça fait un moment qu'il est là, mais j'imagine que dans l'équipe de développement, on a moins de velléité à venir se faire photographier que dans les autres équipes. Alors, voilà, très bien. Donc, je vais repasser tout le monde en grand. Donc effectivement, les équipes se renforcent, que ce soit au niveau du développement, développement et testing, au niveau du support, au niveau de l'Espagne et au niveau du commerce. Alors pour le commerce, c'est un remplacement pour l'une des 2 personnes et puis une addition pour une personne supplémentaire. Donc effectivement, on ouvre une section qui va s'appeler comment vous avez appelé ça, Elodie? Customer Success Management, c'est Marie, c'est ça? Customer Success Management, effectivement. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de reprendre contact avec vous de manière plus rapprochée
pas pour savoir quand ça va pas, mais au contraire pour savoir ça va bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner, aller encore plus loin avec vous. Donc c'est un peu ça l'objectif de Marie, hein, c'est de venir vous contacter pour savoir comment ça va. Alors ça peut être que ça va pas aussi, hein, mais l'idée c'est de se rapprocher de vous. Hein. Effectivement, nos équipes commerciales, elles se structurent un peu, donc on avait ce besoin-là d'aller d'être plus proche de vous et de venir recueillir vos besoins de manière un peu plus précise, d'organiser ce recueil de besoins. Donc c'est Marie qui s'occupera de cette partie-là. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà assisté à la partie nouvelle fonctionnalité sur la 2020 R1, donc je ne vais pas revenir dessus. Je rappelle qu'il y a 2 versions par an dans DigDash, hein, une version qui est livrée vers fin mars et une version qui est livrée vers fin septembre, début octobre, donc respectivement 2020 R1 et 2020 R2. Donc, je ne vais pas reprendre la partie 2020 R1. Pour ceux qui ne l'auraient pas, les slides sont quand même disponibles, hein, donc vous avez accès effectivement à ce slide 2020 R1. D'accord, donc je ne reviens pas dessus. La plupart d'entre vous a eu l'opportunité de pouvoir voir tout ce qui avait été fait dans la 2020 R1. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer la 2020 R2, donc celle qui a été livrée très récemment. En octobre, hein, donc effectivement parce que la plupart d'entre vous ne l'ont pas forcément installé et on n'a pour l'instant pas encore fait de webinaire pour vous montrer ces nouvelles fonctionnalités, donc c'est vraiment un petit peu en exclusivité que je vais pouvoir vous montrer les différentes améliorations. Alors, juste sur le programme de ce qu'on a fait dans la 2020 R1, hein, il y a pas mal de choses. Donc là, j'ai essayé de les organiser selon documentation, analyse guidée, studio, les graphiques, les tableaux de bord, le modèle de données et la sécurité. Mais il y a plus de 50 fonctionnalités. Je ne les ai pas toutes mentionnées ici. Je voulais faire juste un tour d'horizon des plus importantes à mon sens. Et puis, vous pourrez toujours aller consulter le README hein, qui est livré avec la nouvelle release si vous voulez avoir un détail plus précis sur chacun des points. Alors, pourquoi impossible de charger certaines parties de cette diapo? J'aimerais bien le savoir. Afficher malgré tout. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il manque des bouts d'icônes. Est-ce que j'ai perdu le... non, je ne sais pas ce qui se passe. Les icônes ont disparu. Bon, bah, c'est pas grave. On va quand même faire sans les icônes. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Problématique de Google Drive, j'imagine. Donc là, ce que je voulais rappeler, en fait, avec ce petit icône, pour ceux qui l'ont reconnu, de la DeLorean de Retour vers le futur, c'est que l'année dernière, on a présenté plusieurs slides de roadmap, mais la slide principale qui était de dire effectivement qu'est-ce qu'on veut apporter dans la release 2020 R1 de manière globale. Donc, on avait ces 3 sujets-là et je voudrais vous montrer qu'on a couvert ces 3 sujets-là. Alors, normalement, il y a des petites icônes correspondant à chacun de ces sujets et je les ai repris comme dans les fonctionnalités qui couvrent ces sujets-là, mais je vous les mentionnerai parce qu'effectivement, les icônes ne s'affichent plus ici, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Plus d'assistance à l'utilisateur. Donc l'idée effectivement était ici de proposer une interface beaucoup plus simple, de proposer beaucoup plus de choix pertinents, notamment dans la partie self-service, dans la partie création de dashboard automatique. Donc on a revu effectivement l'interface pour aller encore plus loin sur cette partie-là. Meilleur suivi des métadonnées, donc on s'était engagé effectivement à faire un catalogue de données, un rapport de suivi automatique sur les données, donc je vais vous montrer aussi cette partie-là. Et puis de commencer à faire de DigDash une solution communautaire, donc dans lequel on va pouvoir venir télécharger des add-ins, des plugins, que ce soit de la cartographie, des thèmes, etc. Donc ça, pareil, ce sont des choses que l'on a couvert dans cette version-là, et je vais vous montrer pendant la démo comment ça se décline. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer des slides. Alors je vais être obligé d'appuyer sur afficher malgré tout à chaque fois. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est de vous montrer des slides, mais aussi de vous montrer en live comment ça fonctionne. Hein. Alors déjà, sachez que suite à la demande d'un peu tous, on a redécoupé et organisé la manière de présenter la documentation. Donc elle est maintenant disponible sur un site qui s'appelle doc.digdash.com. Donc je vais vous le montrer ici. Donc vous avez effectivement pour chacune des releases la documentation complète. Vous avez la base de connaissances qui est finalement des choses qui sont un petit peu en dehors de la documentation standard, mais qui sont des choses que tout le monde va vouloir faire de manière assez régulière. Donc, tout est organisé de manière assez claire. Il y a des choses sur la partie serveur, sur la partie studio. Donc, vous allez pouvoir déplier, choisir une section en particulier et voir effectivement des petits guides, des petites aides pour vous accompagner sur des tâches
plus utilisés. Vous avez aussi accès au tutoriel. Hein. L'idée, c'est que cette page doc.digdash.com, elle regroupe finalement tout le matériel important pour quelqu'un qui voudrait découvrir Digdash ou aller plus loin dans Digdash. Donc, si vous cliquez sur la partie du tutoriel, vous allez vous rendre sur le channel YouTube. Hein. Donc, ça nécessite quand même d'avoir accès à YouTube pour certaines personnes pas la possibilité de le faire. Et vous avez accès à tous les tutos, donc effectivement, vous pouvez venir visionner ces tutos et regarder des exemples précis avec nos consultants qui expliquent effectivement comment utiliser tel ou tel type de fonctionnalité. Ok, donc dernière partie, la documentation. Alors pour tous ces composants-là, alors pas pour la partie tuto, mais pour tous les autres composants, vous avez toujours une barre de recherche. Hein. Donc si vous commencez à chercher quelque chose ici, vous allez trouver effectivement différentes aides. Hein. Donc que ce soit je sais pas, moi je veux chercher quelque chose qui contient DrillUp par exemple, je vais, alors là je trouve rien parce qu'effectivement il n'y a peut-être rien qui contient DrillUp, je sais plus comment ça marche ce truc-là. Drilldown. Bon, c'est un très bon exemple de la doc qui ne marche pas forcément, mais donc je peux faire des recherches en théorie. On va rechercher quelque chose un peu plus. Voilà, Kerberos, par exemple, si je cherche, je vois effectivement dans la doc quel article parle de Kerberos, comment je peux m'y intégrer, comment je peux faire de l'authentification avec Kerberos, etc. Donc vous avez accès aussi, sinon par section, hein, comme c'était le cas précédemment, mais c'est découpé de manière un peu plus, je dirais, explicite, c'est plus facile à naviguer dans tous ces éléments de documentation. Donc on va continuer à l'enrichir, à la rendre encore plus accessible. Donc n'hésitez pas à nous faire des remarques sur la documentation hein, s'il y a des besoins. Si vous voyez qu'effectivement, comme moi, vous n'avez pas réussi à faire des recherches qui vous intéressaient, n'hésitez pas à nous remonter ces choses-là. Par exemple, si j'avais cherché bulle ici, j'imagine que j'aurais pu trouver le graphique en bulle. Voilà, il y a quand même des champs de recherche qui vont fonctionner. Donc bulle, effectivement, on va trouver aussi un faux bulle, on va trouver pas mal de choses donc, qui vont nous permettre de retrouver toute cette section de la doc. Voilà sur l'aspect docs que je voulais vous montrer. Je vous laisserai explorer vous-même les différents éléments. Donc ça vient, je l'avais noté ici comme petite icône, ça vient dans plus d'assistance à l'utilisateur, puisqu'effectivement, mettre à disposition une doc accessible avec tout regroupé, ça fait partie de ça aussi. Deuxième partie, le Web Studio. Alors, vous l'aviez déjà vu, ce Web Studio en 2020 R1, bien sûr. L'idée, c'est qu'ici, il y avait une fonctionnalité qui ne marchait pas, qui n'avait pas encore été implémentée dans la partie Studio Web, c'est la capacité à venir créer des PowerPoint, des PDF, etc. Ça y est, c'est chose faite. Hein. Maintenant, le Studio est vraiment équivalent, que vous choisissiez l'option Java, donc le Rich Internet Application ou la partie web, vous êtes complètement à ISO périmètre hein, sur le studio, donc il n'y a plus de questions à se poser. Vous pouvez utiliser le studio web, il n'y a pas de contraintes particulières. Il est entièrement équipé pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Je vais peut-être vous le montrer rapidement, hein, juste pour rappel. Il est disponible depuis la page d'accueil de Digdash. Hein. On a toujours quand même le lien vers le studio desktop, mais vous avez effectivement le Web Studio hein, qui va vous permettre d'aller faire tout ce que vous voulez, y compris créer des PDF, etc. Donc c'était la partie qui manquait en 2020 R1. Donc juste le temps que je m'authentifie et que je vous montre cette partie de création, hein, mais bon, vous êtes habitués pour les gens qui utilisent le studio classique à effectivement pouvoir créer des fabriques de documents. Donc vous avez effectivement toute cette capacité de créer des fabriques directement depuis le Web Studio avec l'interface hein, qui va vous permettre de designer vos propres pages PDF. Hein, donc vous assemblez les composants qui vous intéressent, vous les positionnez sur la page, vous les organisez. Donc il y a aussi cette possibilité de visualiser ici tous les objets hein, pour pouvoir potentiellement les éditer, etc., mettre des paramètres sur les pages. Donc, tous les composants que vous aviez sur la partie Studio Standard, ils existent maintenant sur cette partie-là. Okay. Donc, pareil, en termes d'organisation, il n'y a pas de contraintes particulières. Hein, si vous voulez faire en sorte qu'ils prennent toute la page, etc. Donc, toutes les mêmes fonctionnalités sont maintenant des deux côtés. Hein, donc, il y a même une seule code line, hein, ce n'est pas deux code lines différentes qui vont gérer les deux types de studios. Ok, je reviens sur les fonctionnalités. Hop, je vais faire afficher malgré tout. Alors, autre point important, dans le studio, on a maintenant le Central Data, le Common Metadata Repository, un dépôt central de métadonnées. Alors, je reviens aussi sur cette partie-là que j'avais explicité. Alors, c'est vraiment pénible ce machin. Ah, puis en plus, j'ai raté une page, on en aperçoit maintenant.
Le repo central de données, c'est quoi? C'est effectivement, on s'était engagé à avoir une solution plus communautaire dans laquelle on va pouvoir partager des choses, des plugins, des add-ons, etc. C'est chose faite depuis le studio. Alors encore une fois, je vais le prendre dans la version web de mon studio, mais vous aurez la même chose sur votre version Java si vous souhaitez le faire dans Java. Donc c'est effectivement dans ce petit onglet là, on va voir que là pour l'instant les éléments ce sont que des éléments qui sont fournis par Digdash, donc que nous modérons, mais la vocation, alors c'est pas encore pour cette version là, mais pour la version prochaine, c'est que vous puissiez venir poser vos propres objets dans un endroit communautaire, donc que ce soit des cartographies, que ce soit des scripts un peu avancés pour calculer des indicateurs spécifiques, que ce soit des modules complets d'analyse ou que sais-je, vous pouvez effectivement, avec des sources données qui vont avec, pourquoi pas, vous pouvez venir effectivement enrichir, vous pourrez dans la version 2020-21 R1, venir enrichir cette partie-là avec vos propres analyses. Pour l'instant, c'est vraiment une version qui est très modérée. On va mettre en place aussi un système de notation pour que les gens puissent dire oui, ça m'a été utile ou pas, les informations que j'ai retirées de là. On va continuer à enrichir les métadonnées autour de ça pour expliquer effectivement comment chaque élément se catégorise. Donc cette partie-là est vraiment une des parties qu'on va développer pour avoir un aspect plus communautaire et pouvoir enrichir la solution plus facilement de l'extérieur. Donc plus besoin de se poser la question où est la carte des pays, où est la carte des villes en France, etc. Vous pourrez directement l'importer depuis cet endroit-là. Pareil pour le module d'audit, on va parler du catalogue de données tout à l'heure, donc ça c'est quelque chose qui va arriver aussi dans enfin ça existe déjà, mais en tout cas le module de catalogue d'audit va arriver pour que vous ayez une version déjà par défaut de tableau de bord sur l'audit de vos données. Ok, alors je reviens sur la partie ici. Juste, j'ai raté une page, je m'en aperçois maintenant, qui était l'analyse guidée, qui est quand même une page importante, puisqu'effectivement, on parlait de plus d'assistance à l'utilisateur. Donc, on a encore renforcé cette partie analyse guidée. Je vais vous la remontrer, juste pour ceux qui ne sont pas familiers de l'analyse guidée. Ça se passe depuis l'éditeur de tableau de bord, c'est cette capacité à venir charger ses propres données pour un utilisateur non expert. Je rappelle que c'est ça l'objectif quand même, c'est qu'on ne s'adresse pas à un modeleur de données, ici on s'adresse à quelqu'un qui a un fichier Excel, CSV ou autre sur son bureau et qui voudrait pouvoir le charger. Donc on a un peu réorganisé la manière dont ça fonctionnait. On a maintenant un bouton ici qui s'appelle assistant de création de tableau de bord. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir apparaître sélectionner un fichier. Donc l'interface a changé un petit peu. On a vraiment essayé de prendre en compte les remarques des utilisateurs et puis de faire Alors il y a des questions qui sont posées. J'avoue que je n'ai pas répondu au fur et à mesure. Je vais peut-être le faire dès maintenant. Visiblement pour doc.digdash.com, il y a un mot de passe qui est demandé. Donc ça, je vais voir avec Elodie, qu'elle voit peut-être avec un développeur, mais normalement, le site devrait être ouvert au grand public. Donc je vais vérifier. Elodie, si tu peux vérifier, nous transmettre l'information, peut-être voir avec Frédéric ou Julien. Oui, renseigner auprès de Julien, ouais. Okay. Et deuxième question qui est posée par François-Xavier, c'est est-ce que la version desktop va disparaître? Non, on va continuer à la maintenir parce que l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet à des utilisateurs Mac, par exemple, d'avoir une interface qui ressemble au Mac, aux utilisateurs Linux d'avoir une interface qui ressemble à Linux. Donc, on va continuer à la maintenir au même niveau de fonctionnel. Encore une fois, c'est relativement peu coûteux pour nous de la maintenir parce que c'est la même code line. Ça veut dire que c'est derrière les mêmes sources de données avec lesquelles on génère la version web et la version Rich Internet Application. Donc pour nous, ce n'est pas une énorme contrainte, si ce n'est une contrainte de test de continuer à maintenir cette version desktop. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que Java sur le poste client disparaît. Parce que depuis effectivement que Oracle a mis des licences associées à ça, c'est plus compliqué. Alors bien sûr, il y a des solutions communautaires comme OpenJDK, etc. Donc c'est pas forcément un frein en soi, mais on se rend compte que dans le milieu de l'entreprise, ça a tendance à disparaître. Deuxième point, c'est qu'effectivement les administrateurs des postes clients veulent simplifier la manière de gérer la sécurité sur le poste client. Donc le moins j'installe de choses sur le poste client, le mieux c'est. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça a du sens d'utiliser la version Web Studio plutôt que la version Java, on en est bien conscient. Mais encore une fois, nous, notre objectif, c'est d'être le plus ouvert possible. Donc, on va continuer à maintenir cette version-là jusqu'à ce que ce soit vraiment complètement obsolète et qu'il n'y ait plus aucun utilisateur dessus.
Voilà, donc je reprends sur l'analyse guidée, hein, et désolé pour cette petite interruption, c'est juste que j'avais pas vu qu'il y avait un certain nombre de questions puisque mon écran n'était pas bien positionné. Alors, donc, interface un petit peu différente, mais les fonctionnalités, elles aussi, sont un peu différentes. On a essayé de simplifier encore tout ça, hein. Donc, vous pouvez venir choisir un fichier, comme c'était déjà le cas. Vous avez aussi accès à des sources de démonstration. Donc, ça, c'est vraiment pour la personne qui veut essayer Dictdash sans savoir qu'elle a besoin, enfin, sans savoir quel est son besoin. Donc, j'ai pas de source donnée, j'ai rien du tout. Donc là, je peux en choisir une parmi celles qu'on fournit par défaut en standard. Mais je peux toujours, bien sûr, venir choisir ma propre source. Donc là, l'idée, c'est de venir piocher n'importe quel document sur son bureau. Et puis, en fonction du type de document qu'on va prendre, il va y avoir une analyse sémantique qui va être faite. Alors, c'est un document Excel ici, donc on va voir effectivement que quand il va se charger, il va avoir plusieurs onglets. Alors, je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps à charger chez moi. J'imagine que c'est lié au GoToWebinar. Donc, je vois effectivement qu'il y a plusieurs onglets disponibles. Une fois que ces onglets sont chargés, quand j'appuie sur Continuer, il va faire une analyse sémantique, donc il va essayer de comprendre de quoi parle ce fichier et me proposer effectivement les restitutions les plus adaptées. Alors là, il m'en propose qu'une seule, hein, vente au détail, mais je peux aussi générer un tableau de bord automatique, je peux aussi générer un tableau de bord personnalisé, donc c'est-à-dire créer moi-même des graphiques. Et puis surtout, vous avez accès à l'édition de la source de données. Donc ça, c'est aussi la partie qui a été un peu renforcée. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, donc en fonction du niveau d'expertise de l'utilisateur, soit je vais cliquer sur éditer la source de données, et là, je vais pouvoir effectivement voir le contenu de cette source, je vais pouvoir voir potentiellement que je veux changer les noms des colonnes, que je veux rajouter des mesures calculées. Donc tout ça est possible, hein. Vous avez la possibilité de changer tous ces éléments-là. Vous voyez les dimensions, les mesures. Vous pouvez rajouter des mesures calculées avec de la transformation, avec des formules, etc. Donc toutes ces interfaces sont disponibles, mais vous pouvez aussi tout simplement ne rien faire du tout, même pas changer le nom du modèle, hein. Cliquer sur juste valider la configuration, cliquer sur continuer. Alors là, ça a changé un petit peu aussi, plutôt que de passer directement à l'étape création du tableau de bord, là, vous avez la possibilité de continuer à enrichir. Donc, il y a des graphiques qui ont été générés automatiquement pour vous, mais vous pouvez continuer à enrichir, donc à rajouter de nouveaux graphiques. D'accord. Si je fais rien du tout, hein, et que je mets la disposition par défaut, comme dans la version précédente, hein, ça va me générer automatiquement des pages de tableau de bord et me les assembler au sein de mon tableau de bord existant. D'accord. Donc là, pareil, hein, ça a créé un modèle de données derrière, ça a créé tout un ensemble de choses automatiquement. OK. Autre point, voilà, donc là c'est sur la partie, j'essaie de lire les questions en même temps, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de questions supplémentaires, c'est juste Elodie qui rajoutait les commentaires. Donc pareil, si vous voulez continuer à enrichir, vous pouvez rentrer à nouveau dans le module création de nouveaux graphiques en venant choisir votre modèle, celui que vous venez de sélectionner par exemple, pourquoi pas. Donc là, plusieurs modes, vous avez toujours les propositions graphiques, donc qui existent dans la version précédente, mais il nous a été demandé effectivement pour des utilisateurs un peu plus experts de commencer directement par un graphique, comme on fait de manière un peu standard finalement dans Excel. Je choisis mon type de graphique, je veux sélectionner 2-3 éléments et me constituer mon graphique. Donc vous voyez que on donne accès finalement à cette fonctionnalité qui pour nous semblait un peu trop avancée, mais qui finalement pour la plupart des utilisateurs reste relativement simple, hein, de choisir le type de graphique qui m'intéresse, les dimensions et les mesures associées à ça. Hein. Je veux voir par famille de produits la marge, je veux cliquer ici, donc rajouter une page supplémentaire sur la marge, je clique sur plus et ça va me créer effectivement par défaut ce graphique tel que j'ai défini. Alors on peut continuer à l'éditer de manière plus avancée, hein, comme on le faisait précédemment, si on a le profil analyste et rentrer dans cette interface-là. Mais encore une fois, hein, l'idée, c'est vraiment de bien séparer les rôles. J'ai d'un côté un utilisateur qui est assez basique, qui veut juste construire des graphes de la manière la plus simple possible, et de l'autre côté, un utilisateur qui va être un peu plus avancé et qui va vouloir aller plus loin sur ce que présente son graphique. OK. Alors, il y a une question qui est posée, est-ce que la pyramide des âges est disponible? Alors, elle est entre guillemets disponible à travers le graphique en barre. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre parce que ça nécessite d'avoir des versions avec du positif et du négatif. Donc on n'a pas effectivement nativement ce type de graphique-là. Effectivement, c'est un bon point. Je pense qu'il faudra qu'on l'implémente plutôt que d'avoir à chaque fois à ruser en mettant des valeurs négatives. On le rajoutera.
La question qui est posée, est-ce qu'il y a un pricing spécifique pour l'utilisateur en analyse libre? Non, hein, ça fait partie de la licence standard, hein, donc il n'y a pas de pricing différent. Hein, c'est toujours qu'une seule licence dans DigDash, hein, qui est liée au nombre d'utilisateurs. Alors, est-ce que l'utilisateur peut conserver son graphique et le mettre à jour en actualisant son fichier? La réponse est oui. Pour l'instant, uniquement avec la méthode classique qui existe jusqu'à maintenant dans le produit, mais on va effectivement permettre une interface directe d'update du fichier. Alors, la méthode classique, c'est quoi? C'est de passer par comment on appelle ça déjà, un portlet de document, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc ce portlet de document, vous le configurez, vous allez le mettre sur l'endroit où j'ai publié mon document, c'est-à-dire le serveur Common Data Source, et là vous allez pouvoir effectivement laisser l'utilisateur potentiellement même depuis le tableau de bord hein, publier son document. Ça veut dire qu'effectivement ici, si je me rends à ma page utilisateur, ben, je vais pouvoir laisser l'utilisateur mettre à jour son document. Donc, il va pouvoir cliquer ici, faire ajouter un document et juste écraser son fichier Excel pour venir remettre à jour cette partie du graphique. Quoi. Donc, on va faire une méthode un peu plus simple, hein, un peu plus intégrée. Effectivement, quand on va détecter que ce sont des modèles qui ont été intégrés par un utilisateur, ben, on va proposer dans la liste ici, hein, dans la liste de dans la partie création de graphique, quand vous choisissez le modèle, on va proposer effectivement de mettre à jour le fichier associé de manière beaucoup plus évidente que ce que ça l'est aujourd'hui. Ok, je continue sur la 2020. Alors, c'est pas complètement dans l'ordre, je suis désolé parce que j'ai raté quelques slides. Là. Alors, il y a aussi un éditeur de style hein, qui va vous faciliter un peu la vie pour créer vos templates CSS un peu plus facilement. Pareil, ça se fait depuis le studio. Donc, dans le studio, je vais pouvoir aller, alors soit en passant par le gestionnaire de style hein, qui est ici, dès que vous allez créer un style, mais même si je le crée au niveau d'un graphique en lui-même, hein, vous aurez cette même interface-là. Donc, vous avez l'assistant d'édition de thème qui va vous permettre effectivement de définir bah, voilà, quelle est la police que je vais utiliser pour les caractères, quelle est l'épaisseur, enfin le type de police, le style de police, la couleur de la police, etc. Donc vous voyez que c'est un assistant beaucoup plus facile et qui va vous permettre de dire voilà, on essaie de globaliser tout un ensemble de choses, hein, les éléments par défaut, mais ce que ça va faire, c'est que ça va quand même vous générer un style différent, d'accord? Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait tout ça et que vous cliquez sur fermer, bah, ça va venir générer une page qui va prendre en compte tous les éléments que vous avez mis en place. Donc ça, c'est important à comprendre, ça reste toujours du CSS derrière. Donc si vous voulez faire des choses un peu plus fines que ce que vous avez fait, bah, vous pouvez continuer à le faire. Hein. C'est juste un assistant à la création. Quoi. Alors, a priori, c'est bon sur la partie doc.digdash.com. Donc j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas un accès simple, c'est ça, c'est pas doc.digdash.com, mais c'est doc.digdash.com/wiki/wiki/ enfin xwiki/wiki/home, c'est bien ça, Elodie, si je comprends bien de ton mail. Les deux fonctionnent, hein, mais j'ai remis le lien entier au cas où. Normalement, on ne devrait pas avoir d'accès avec mot de passe et identifiant. Ça fonctionne sur plusieurs navigateurs, on a testé. Bon, ok. Ok, super. Alors, ok, sur la partie éditeur de style, Google Maps, alors je ne sais pas s'il y a besoin de faire une démo particulière sur l'aspect Google Maps, l'idée c'est quoi? C'est effectivement, on avait déjà les cartes OpenStreetMap, mais on a un certain nombre de clients bah, qui sont déjà abonnés entre guillemets au service Google Maps et qui voulaient effectivement utiliser plutôt les cartes Google Maps que les cartes OpenStreetMap. Donc pareil, ça se passe depuis le studio, vous allez pouvoir définir quel type de carte vous voulez. Hein. Donc, si j'édite ce graphique-là, qui est un graphique pour l'instant basé sur OpenStreetMap, je peux effectivement, plutôt que mettre OpenStreetMap, mettre Google Maps et donc avoir la même représentation, mais avec les styles graphiques, entre guillemets, de Google Maps. Donc, attention, moi j'ai par exemple ici une version qui est une version gratuite hein, de Google Maps, pardon, donc l'API gratuite. Mais si vous voulez avoir un plan payant, donc ça dépend du nombre de requêtes globalement que vous allez faire par jour, hein, si vous
êtes inférieur à, je ne sais plus combien, ça doit être 10 000 requêtes par jour, bah, ça peut être sur le plan gratuit. Et puis, quand vous avez des besoins un peu plus intenses de cartographie autour de Google Maps, bah, vous allez payer effectivement des redevances à Google. Donc ça se fait à travers l'interface de Google, hein, c'est indépendant de nous. Vous allez rentrer votre clé d'interface dans la partie serveur de DigDash. Hein, donc, je vais vous montrer où est-ce que ça se passe quand même très rapidement. Oups. Je vais fermer ça. Hop. On va aller ici. Donc, dans la partie configuration, paramètres serveur. Alors, j'imagine que ça doit être dans les paramètres supplémentaires. Voilà, vous avez Google et c'est là que vous allez renseigner votre clé d'API, hein, moi, c'est une clé d'API gratuite qui me permet effectivement par rapport au nombre de requêtes que je fais au serveur, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez besoin de plus de données, plus de volumétrie, de diffuser à plus d'utilisateurs, peut-être vous devrez passer par une clé payante pour accéder aux données de Google Maps. Ok, hop, je reprends ici. Alors, nouveau look pour le tableau de bord, je vous l'ai déjà montré en même temps que le reste. Hein. Vous avez vu qu'on a essayé de peaufiner un petit peu le look de la partie, alors je sais plus où est l'éditeur, voilà, de la partie éditeur, en redesignant un peu les icônes, en essayant d'avoir un look un peu plus fin, un peu plus intégré, un peu plus moderne. Donc, tout a été revu, hein, tous les icônes, etc. sont un peu revus pour être plus jolis, plus intégrés. Donc, j'espère que ça vous plaira, ce nouveau look de l'éditeur de tableau de bord. Pareil, toujours depuis l'éditeur de tableau de bord, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas forcément rendre disponible le studio pour leurs utilisateurs. Hein, et donc, il y a des choses quand même assez basiques, assez évidentes qu'on ne pouvait faire que dans le studio, ce qui est quand même un peu dommage, notamment renommer un flux ou supprimer un flux quand j'en ai les droits, hein, toujours la même chose. Je ne pouvais pas le faire, donc ça veut dire que même pour mes flux perso, il fallait que je passe par le studio, même si c'est une version studio web, hein, ce qui est un peu embêtant. Donc on a laissé effectivement cette capacité directement depuis le tableau de bord à dire, voilà, plutôt que de l'appeler ici GPS Mairie de Paris, je peux éditer les propriétés, changer tout ça, par exemple, pourrait faire partie d'une catégorie GPS. Hein. Si je crée cette catégorie, ça va me créer le petit dossier correspondant à cette catégorie. Je vais pouvoir mettre tous les éléments qui m'intéressent dans cette catégorie-là. Hein. Elle va être reprise ici, donc je peux la réutiliser et venir mettre ça dans mon dossier. Donc on va pouvoir réorganiser les choses plus facilement, on va pouvoir renommer les choses, les supprimer, etc. Donc vraiment cette capacité à aller faire des actions assez basiques sur les flux, hein, pour les rendre plus facilement accessibles directement depuis le tableau de bord sans avoir besoin de passer par l'éditeur. Ok. Voilà. Autre point important, on a vu que dans pas mal de cas, des gens avaient redéveloppé une interface pour mettre les menus à gauche. Enfin, les menus qui ne sont pas forcément en haut, en fait, hein, puisqu'effectivement, nos écrans sont plutôt horizontaux. Quand on va bouffer, entre guillemets, de la place vers le haut de l'écran, ce n'est pas forcément une bonne chose vu la disposition actuelle de nos écrans. Alors, je m'explique, hein, on va aller voir ce que ça donne sur une version standard. Donc là, c'est la version, on va dire, classique DigDash en termes de disposition des onglets sous-onglets. Donc, je vois que ça prend pas mal de place, effectivement, à l'écran là-haut. Donc l'idée, c'est de dire tout simplement par un simple clic menu, sans avoir besoin entre guillemets, de coder ou de rajouter une quelconque extension, ce qu'on pouvait faire, hein, bien sûr, dans DigDash. Hein, il y a pas mal de gens qui ont fait leur propre mode de navigation, hein, puisque c'est une des capacités de DigDash d'offrir cette liberté de pouvoir gérer l'interface comme vous le souhaitez. On a décidé effectivement de rendre beaucoup plus simple, hein, cette capacité-là. Donc directement depuis l'éditeur, vous cliquez sur propriété ici. Vous avez affiché le menu de navigation dans les pages. Si vous cliquez ici, vous avez la position, vous pouvez le mettre à gauche, à droite, vous pouvez choisir la largeur. Donc je vais laisser moi tout par défaut avec une largeur de 250. Et vous allez voir qu'effectivement maintenant, quand je me rends à mon tableau de bord, alors ça ne change pas l'éditeur, hein, l'application c'est vraiment dans la vue navigateur. Vous allez pouvoir voir que le menu il est maintenant sur la partie de gauche et que donc effectivement j'ai plus de place en hauteur et puis sur la gauche j'ai toujours cette même capacité de navigation, hein, de rentrer dans le détail de telle ou telle information, de naviguer dans mes pages, donc ça continue de fonctionner comme on pourrait se l'imaginer mais simplement avec un menu disposé de manière un peu différente, donc soit à gauche soit à droite, hein. L'idée c'est de pouvoir positionner les choses comme on le souhaite. Ok, on a aussi rajouté les filtres sur les mesures, donc ça aussi c'était une chose qui était demandée, à la capacité de venir filtrer sur une mesure spécifiquement. Donc je sais qu'il y a eu des demandes faites plus récemment, hein, pour que l'interface soit enrichie de cette partie
sur les mesures, puisqu'aujourd'hui, on propose qu'une interface assez simple qui est de min-max, mais on va pouvoir effectivement... alors, il y a une question qui est posée, est-ce que le menu à gauche peut être rétractable? C'est une bonne question. Je ne pense pas aujourd'hui. Donc effectivement, ça remplace peut-être pas complètement. Alors on va regarder dans les options, parce que je dois avouer que je ne me suis pas penché de manière complète sur cette partie-là. Alors il peut être positionné avec une taille et une largeur en proportionnelle, mais je ne pense pas qu'il puisse être rétractable. C'est un bon point, je vais vérifier. Alors apparemment on peut, d'après ce que me dit le développeur qui est en direct présent. Cyril, si tu veux prendre la parole, apparemment, si on clique sur l'icône ici, ah bah oui, bah, il est rétractable, excusez-moi. Il n'est pas de facto rétractable. Et donc, quand on passe dessus, effectivement, on peut recliquer dessus pour le rendre à nouveau plein. Donc voilà, vous me faites découvrir des fonctionnalités que moi-même, je ne connaissais pas. Merci à Cyril qui est le développeur de cette fonctionnalité et qui est présent sur notre webinaire. Alors, je reviens dans l'éditeur. J'étais en train de vous montrer quelque chose de différent, mais je réponds aux questions en même temps. Hein. Donc, ah oui, c'était la partie mesures et filtres sur les mesures. Donc effectivement, vous avez la capacité maintenant de venir rajouter un filtre. Alors je vais peut-être le faire sur une page, par exemple ici où on a créé notre marge. Je pourrais très bien dire, bah, tiens, je vais prendre la marge, la mesure marge, la poser ici. Et ensuite, on va effectivement pouvoir choisir dans les propriétés bah, la manière dont, sur quel graphique ça va s'appliquer déjà. Hein. Donc je peux prendre effectivement le graphique marge par famille. Moi, c'est celui qui m'intéresse. On a le mode d'affichage comme classique. Hein. Est-ce que je veux mettre une en-tête de colonne, afficher les bordures, etc. Par contre, ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on a pour les autres types de filtres min-max, bah, c'est une capacité à le faire sous forme de curseur, à le faire sous une forme qui est finalement un peu différente de celle-là. Donc là, on n'a vraiment que des capacités pour l'instant assez basiques sur cette représentation, mais je pense qu'il est prévu effectivement d'aller un peu plus loin pour soit en faire un curseur, soit en faire peut-être des listes déroulantes ou des choses comme ça en me proposant les options min-max déjà existantes dans ma source de données. Okay. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, si je reviens maintenant à mon tableau de bord, bah, je vais pouvoir filtrer pour les niveaux de marge qui m'intéressent. Donc, je ne sais pas ici ce que je vais pouvoir mettre. Je peux mettre entre 0,1 et 0,4 par exemple. Hop, et si j'applique, bah, il n'y a pas de valeur ici. Parce que je ne sais absolument pas quels sont mes niveaux de marge, mais je pense que c'est beaucoup plus petit que ça, en fait, à vrai dire. Est-ce que c'est des pourcentages? Non, toujours pas de valeur. Voilà, donc c'est là où effectivement il manque un peu un guide pour savoir quel est. Alors c'est peut-être dans le max que c'est peut-être vraiment directement. Ah, c'est la marge que j'ai mis qui est peut-être pas un pourcentage du tout en fait. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus important que ça. Autant pour moi. Bon, bah, mauvais exemple, j'ai pas pu m'entraîner avant. Je vois qu'ici, je n'arrive pas à avoir des valeurs de marge qui me permettent de filtrer, ce qui est dommage, mais normalement, je devrais pouvoir effectivement voir des valeurs ici. Alors, c'est que mes marges sont énormes, en fait, tout simplement, quoi. Donc, effectivement, en fonction de ce que je vais choisir ici, je vais avoir des valeurs ou pas de valeurs, hein, donc, en fonction de mes choix, quoi. Donc j'imagine que mes niveaux de marge sont quelque part ici. Voilà, donc là je vois que si je veux de la marge entre 5000 et 100 000, bah, je vois que c'est uniquement dans billetterie, etc., que je vais avoir ces valeurs-là. Ok, je reviens à mes slides ici. Alors, je vais faire afficher malgré tout. Donc, le catalogue de données, donc ça pareil, hein, c'était une des choses sur lesquelles on était engagé à faire, à enrichir un petit peu ce que l'on proposait. Donc, comment ça se passe ce catalogue de données? Bah, bien sûr, c'est pas à nous de tout faire, entre guillemets, c'est que vous avez un peu de boulot de votre côté si vous voulez en faire quelque chose d'utilisable. Par défaut, il n'y a rien à faire, vous pouvez utiliser le catalogue de données. Mais si vous voulez en faire quelque chose de vraiment très exploitable, bah, très probablement, vous allez vouloir documenter hein, au mieux possible vos différents modèles de données. Alors, je vais prendre un exemple hein, sur notre base de données retail ici. Je vais aller dans source, gestionnaire de sources de données. Je vais prendre l'objet retail.db, je vais l'éditer. Alors, pour chacun des valeurs que vous allez saisir un peu partout dans l'interface,
que ce soit le nom de la source, que ce soit l'identifiant, etc., bah, vous avez la boîte d'édition multilingue, d'accord? Bah, cette boîte d'édition multilingue, c'est elle qui va contenir aussi le champ description. Donc l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de documenter un maximum l'information pour pouvoir le récupérer dans ce catalogue de données. Donc vous pouvez la documenter en multilingue si vous le souhaitez, hein. Puis à chaque fois, sur chaque mesure, si vous avez des mesures un peu complexes à calculer, bah, vous pouvez effectivement indiquer comment elle est calculée, pourquoi. Bon là, c'est juste un truc assez basique, un tendance sur l'évolution du produit, mais vous voyez que vous pouvez enrichir très facilement ces différents éléments pour en faire une documentation complète de votre produit, hein. Ça va être un peu ça la vocation de tout ça. Donc après, pour l'instant, le tableau de bord n'est pas encore fourni dans la partie Common Data Meta Repository que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le service central effectivement qui vous permet de télécharger, hein, le Digdash Metadata Service. Le tableau de bord n'est pas disponible, mais par contre, ce qui est disponible, c'est qu'en termes de source, vous avez cette source catalogue de données. Et c'est là que vous allez pouvoir effectivement mixer des choses diverses et variées, hein. Donc, vous pouvez choisir de dire, voilà, je veux prendre les éléments de connexion, voir tout ce qui est dépendant, etc. Alors, plutôt que de faire ça, moi, je vous ai déjà préparé une petite source existante que j'ai mis dans Data Catalog qui est effectivement basée sur mes données, hein, mais l'idée, c'est que c'est complètement agnostique de tous les rôles, hein. Donc, vous allez pouvoir vraiment choisir l'ensemble des rôles et les distribuer sur sur l'ensemble des données que vous avez, l'ensemble des rôles, et puis en faire un catalogue complet. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble peut-être la source de données dans ce catalogue de données. Comme ça, vous allez comprendre mieux comment je l'ai construit. D'ailleurs, il y en a plusieurs, hein, qui me servent ici à générer les données, vous allez le voir. Donc, dans le catalogue de données, vous voyez qu'il y a plusieurs options, plusieurs chemins finalement de navigation. J'en ai un qui part des rôles jusqu'aux mesures, des rôles jusqu'aux dimensions, puis ensuite j'assemble tout ça. Donc, on peut vraiment l'utiliser comme une source de données Digdash tout à fait classique, hein. Si je regarde la définition de chacune de ces choses-là et que je l'édite, bah, vous allez voir qu'effectivement, là, j'ai commencé par les rôles. Et puis après, une fois que je suis dans les rôles, j'ai choisi les sources de données, les dimensions et les hiérarchies de ces dimensions. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qui m'intéressait. Moi, je veux voir la description, le nom, l'identifiant à chaque fois. D'accord? Alors si je fais prévisualisation ici, ça va prendre un petit peu de temps parce que je ne l'ai pas lancé avant et que j'ai pas mal de rôles sur mon serveur. Mais l'idée, c'était quoi? C'est que ça va parcourir l'ensemble des métadonnées de Digdash. Alors, métadonnées, c'est les identifiants, les traductions, les noms des pages, des XML, etc. Et venir m'assembler la dépendance entre tout ça. Parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir ensuite un arbre de dépendance pour pouvoir naviguer dedans, hein, donc pouvoir partir en l'occurrence ici du rôle et pouvoir descendre jusqu'à la dimension très facilement. Et ensuite, j'ai construit un certain nombre de rapports là-dessus, donc je vais vous montrer les rapports parce qu'eux, ils sont générés automatiquement, mais là, dans l'interface Studio, bah, comme je viens de la relancer, il refait le calcul effectivement automatiquement, c'est comme si je rafraîchissais la source. Donc en fonction du nombre de rôles, du nombre de pages, du nombre d'éléments que vous allez avoir, bah, vous allez avoir des valeurs différentes, hein, pour tout ça, et puis un temps d'attente qui peut être différent. Si vous avez absolument rien de vos pages de tableau de bord, bah, ça va être instantané, hein. Enfin, si vous avez que 2 ou 3 rôles, ça va être complètement instantané la description de tout ça. Alors, je vais quand même le laisser finir ici parce que je ne dois pas non plus avoir des milliards de sources, mais vous voyez que j'ai quand même plus de 800 flux, j'ai pas mal de sources aussi, hein, visiblement. Pas mal de pages, pas mal de rôles, bah, c'est aussi parce que, alors tout n'est pas connecté chez moi, j'ai pas mal de rôles qui sont des rôles entre guillemets de développement pour lesquels les sources de données derrière ne sont pas forcément associées. Donc ça, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir détecter, hein, les éléments qui ne sont pas connectés ou des choses comme ça. Donc je vais le laisser bosser ici, puis on va aller dans la partie. Bah, ça y est, il a fini. Donc vous voyez qu'ici, ça m'a créé une source de données, hein, là, il y a 22 000 lignes, effectivement, donc on voit toutes les connexions de tout ça. C'est une source tout à fait classique Digdash. Vous pouvez venir l'enrichir, la transformer comme une source classique, hein, il n'y a pas de souci particulier. Et effectivement, ensuite, le tableau de bord qu'on va livrer, pour l'instant, encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas livré en standard dans Digdash, mais vous allez pouvoir effectivement le charger à travers le metadata service et vous allez vous retrouver, alors je vais vous le montrer ici, on va aller dans le catalogue. Voilà, vous avez une page KPI. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai 14 rôles, 74 pages de tableau de bord, 562 flux, 773 dimensions, 49 hiérarchies et 830 mesures. Vous pouvez chercher, hein, si vous voulez choisir un nom de rôle en particulier. Donc moi, je m'intéresse par exemple à uniquement le rôle retail. Bah, ce rôle retail, forcément, il n'y a plus qu'un seul rôle. Il y a 16 pages de tableau de bord, 33 flux, 12 dimensions, etc., etc. Vous pouvez vous intéresser à une page de tableau de bord en particulier. Je m'intéresse à la page comparaison, par exemple. Bah, dans cette page comparaison, là, je ne suis plus qu'à une seule page, bien évidemment, 4 flux, 12 dimensions, 9 hiérarchies. Là, on est sur un tableau de bord qui est vraiment indicateur, hein, donc très, très orienté KPI et grande tendance. Si vous voulez le détail de tout ça, bah, vous allez après pouvoir rentrer dans le détail. Donc je vais enlever comparaison, on va laisser le rôle retail quand même. Je rentre dans data source, bah, là vous avez effectivement
le catalogue de données réelles, la définition des mesures, leur description, la définition des dimensions, leur description. Et pareil, hein, si vous choisissez une source de données en particulier, je veux prendre uniquement les données de retail, bah, je vois effectivement les données de retail directement. Je veux, je ne sais pas, après rentrer dans le détail des usages, bah, on peut effectivement rentrer dans le détail des usages des dimensions, hein, c'est-à-dire, alors je vais enlever le retail ici uniquement. Donc on voit effectivement tous les rôles. Mais si je reviens effectivement dans mon rôle retail, bah, pour ce rôle retail, je vais pouvoir voir que je vois tous les flux et tous ces flux, je peux savoir ce qu'ils utilisent en termes de dimension, de hiérarchie, etc. Et si je veux savoir une dimension, où est-ce qu'elle est utilisée en particulier, par exemple la dimension produit, bah, je vais taper ici produit, alors soit dans dimension description, soit dans le nom de la dimension, soit dans l'ID de la dimension. Après, je choisis vraiment ce qui m'intéresse. Moi, je vais prendre ce produit ici, donc je vais voir dans quel flux il est utilisé directement. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin sur l'analyse de tout ce qui est créé, comment c'est utilisé, etc., etc. Ok, donc ça, ce tableau de bord sera livré, il sera un peu amélioré. Hein, là, c'est une version assez basique de ce tableau de bord, mais il sera un peu amélioré et livré sur la page de Metadata Service. Ok, je reviens ici. Voilà. Alors, dernière chose, on a bien sûr continué à mettre l'accent sur la sécurité. Hein. Vous savez qu'à chaque version de DigDash, bah, c'est un point important, la sécurité. Hein, pour la plupart d'entre vous, on a des audits réguliers d'un certain nombre de nos gros clients, notamment dans le domaine bancaire, dans le domaine de la santé, etc. Bah, on a des audits, effectivement, hein, qui font que bah, des gens découvrent des failles de sécurité, parfois en direct dans DigDash, parfois dans des composants tierces qu'on utilise dans DigDash. Mais l'idée, c'est qu'on essaie effectivement de couvrir tous ces besoins-là. Alors, toujours en restant dans une initiative la plus open possible. C'est-à-dire qu'en fait, ces réglages de sécurité, bah, vous allez pouvoir les activer ou les désactiver comme vous le souhaitez. Parce que, par exemple, ça pourrait être un besoin d'être vraiment en mode open et de pouvoir exécuter un bout de code du côté serveur. Par défaut, c'est désactivé, mais si vous souhaitez l'activer, bah, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez effectivement régler ces règles de sécurité assez finement. Hein. Il y a une documentation qui est liée à ça. Donc, pareil, hein, je vous engage à aller voir bah, la partie sécurité dans la partie déploiement notamment. Et puis, il y a un truc assez spécifique sur la sécurité du logiciel, donc l'activation effectivement de la sécurité dans le logiciel sur les différents composants importants pour prendre en compte effectivement les cross-domaines, etc. Donc par défaut, DigDash est livré pour essayer d'être, je ne veux pas dire le plus fermé possible, mais en tout cas d'empêcher ces problématiques de sécurité. C'est à vous d'ouvrir finalement ce que je vais appeler trou de sécurité, ce qui n'est pas forcément le bon mot, mais l'idée c'est ça, c'est si vous avez besoin d'un élément d'ouvrir un truc en particulier, bah, vous pouvez le faire et tout est documenté. Ok, donc pareil, on a amélioré le module d'audit, on a des nouveaux droits aussi pour les utilisateurs, notamment sur la partie self-service, sur la partie commentaire. Je ne vais pas vous redétailler tout ça parce que ce serait un peu trop en avant de faire tout ça. Ben, je crois qu'on a fini pour cette première partie sur la 2020 R2. Alors, il y a une autre question qui est possible. Est-ce qu'un modèle de données existe pour extraire la liste des users déclarés, leur type de licence et les rôles attribués? Alors, je ne crois pas que ça fasse partie de notre système de dépendance d'analyseur de dépendance, mais par contre, on peut effectivement sur notre LDAP en faire une source. Hein. Vous avez un connecteur LDAP, donc pareil, c'est une bonne idée, François-Xavier, ça, on pourrait effectivement fournir ce tableau de bord par défaut pour que vous n'ayez pas à le créer, parce qu'effectivement, il s'appuie sur le LDAP standard, donc on peut venir connecter sur le LDAP standard une source de données et en faire toutes les extractions nécessaires, les rôles, les licences, etc. Donc on va regarder ailleurs quand même, effectivement, il y a déjà des choses existantes hein, dans la partie paramétrage serveur sur l'aspect licence, mais l'idée c'est que c'est pas aussi explicite, on va dire, ou aussi facile d'usage qu'une source de données DigDash. Parce qu'effectivement, ici, vous avez la capacité de venir choisir qui sont les utilisateurs, qui sont autorisés, interdits, qui ont une licence nommée, simultanée. Donc là, vous avez des listes, mais je suppose que l'idée, c'est d'en créer une source de données pour pouvoir qu'elle soit le plus exploitable possible. Donc oui, bon point, on va retenir ça. Je ne sais pas si c'est vraiment accessible aujourd'hui dans la partie des sources de données, mais je vais faire en sorte qu'on puisse le faire.
On va continuer du coup sur la partie roadmap cette fois-ci, hein, c'était la troisième partie, donc je pense d'un point de vue timing, on ne doit pas être trop mal. Je vais revenir ici sur l'agenda. Donc la roadmap entre 10h15 et 10h45, ce sera peut-être un petit peu plus court, mais c'est pas grave, si on peut finir avant, tant mieux. Donc sur la roadmap, l'idée c'est quoi? C'est de vous montrer quelques-uns des axes, hein. Vous savez que comme toujours dans DigDash, hein, notre roadmap, elle est guidée par nous, ce qu'on veut faire en termes d'évolution du produit, mais elle est aussi guidée par les besoins clients. Donc, on va retrouver effectivement dans les releases des besoins clients qui ne sont pas forcément exprimés dans notre vision de la roadmap, quoi. Et pareil, hein, toujours le même petit avertissement sur la roadmap. Tout ce que je vous présente ici, on ne s'engage pas à le faire sur 2020 R1 ou 2020 R2. L'idée, c'est de vous montrer dans quelle direction on va. D'accord? Donc, c'est de vous donner quelques exemples. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des choses que vous avez vues dans la roadmap de l'année dernière qu'on n'a pas implémentées parce qu'on ne les a pas considérées comme prioritaires pour la 2020 R1 ou 2020 R2. Ok, alors juste une petite vue d'ensemble, c'est la même vue d'ensemble entre guillemets que celle que j'avais montrée l'année dernière, enfin c'est pas les mêmes thématiques, mais l'idée c'est de montrer voilà, vers quoi on va, sur quoi on veut se focaliser. Donc dans notre vision de l'année dernière, je vais peut-être les comparer en side by side, comme ça ce sera assez intéressant de vous montrer ce qu'on avait prévu effectivement l'année dernière. Alors, hop. Voilà, je reviens ici. Donc, notre vision l'année dernière, c'était plus d'assistance à l'utilisateur. Entre guillemets, c'était un utilisateur métier dont on parlait, donc un utilisateur avec assez peu de compétences. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on a laissé un peu de côté l'utilisateur analyste ou modeleur. Alors, l'analyse, ça va, ça couvre aussi un peu ses besoins, toute la partie utilisateur métier. Mais le modeleur, on se rend compte qu'il y a des tâches qui pourraient être plus simples à faire pour lui. Ça va de la transformation de données, tout ce qui est écriture de JavaScript, écriture d'indicateurs complexes. On a mis de l'assistance finalement du côté du tableau de bord, notamment sur l'écriture de JavaScript. Vous avez un éditeur JavaScript qui va vous compléter automatiquement les choses. Et du côté studio, du côté transformation de données, finalement, on n'a pas mis en œuvre cette fonctionnalité-là, alors qu'on se rend compte que ça aide quand même pas mal de gens. Finalement, les gens, plutôt que d'aller dans la doc et d'aller lire à quoi ça sert, comment ça marche, souvent, ils veulent avoir une liste de fonctions, les insérer, les tester, etc. Donc là, l'idée, c'est d'aller aussi vers cette direction-là dans la partie studio, hein, pour faciliter effectivement la création de scripts de transformation de données. On va aussi fournir, hein, à travers le metadata service, beaucoup plus de scripts de transformation qui vont permettre de venir choisir, hein, ceux que vous voulez charger ou importer. Deuxième point sur lequel on va travailler, c'est une verticalisation de l'offre. Donc, on a pas mal de gens, notamment dans le secteur public, qui travaillent avec des éditeurs métiers assez connexes. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc ça va faire partie aussi de l'axe développement des partenaires. Mais l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de trouver des connecteurs standards et pas que des connecteurs vers des bases de données, mais des connecteurs vers des applications métiers pour que dès le début, plutôt que de partir d'une feuille blanche et de zéro, vous partiez avec un certain nombre de tableaux de bord. Ce qu'on fait déjà avec les collectivités, par exemple, parce qu'on a effectivement des éditeurs avec lesquels on a déjà travaillé ou d'autres collectivités ont déjà travaillé, donc on peut réutiliser finalement ce qui a été fait. Mais l'idée là, c'est vraiment de le fournir en standard. Encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que ça va utiliser notre fameux système de metadata service. Donc on va pouvoir venir importer un connecteur vers tel ou tel type d'application qui va contenir des modèles de données, des tableaux de bord existants. Donc finalement, une première base de travail sur laquelle vous allez pouvoir enrichir, rajouter vos liens custom, etc. Deuxième chose, donc ce fameux metadata service, pour l'instant, il est modéré. C'est-à-dire que c'est nous qui publions dedans, c'est nous qui allons vous apporter de l'information, la catégoriser, etc. L'idée, c'est que dans la version à venir, on veut en faire un espace public, donc dans lequel vous allez pouvoir publier vos propres réalisations et créations. Alors, on a bien conscience du danger qui est lié à ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir derrière des scripts, il peut y avoir des choses, donc il y a des aspects sécuritaires auxquels on va faire très attention, mais l'idée, c'est qu'effectivement, déjà, on pourra désactiver le fait d'accéder à l'accès public, et puis aussi, on pourra aussi promouvoir des choses qui sont dans l'accès public vers le monde du validé par DigDash, entre guillemets. Donc ça, ce sera aussi un des points sur lesquels on va travailler, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de modérer tout ça pour dire, ça a été publié en public, mais il a plusieurs notations, il y a des gens qui l'ont essayé, qui l'ont reviewé, etc. Nous, on va le reviewer en interne ici et peut-être le promouvoir vers l'espace validé par DigDash, entre guillemets. Donc en tout cas, l'idée c'est ça, c'est de faire de DigDash une solution encore plus communautaire. Donc ça, c'est un peu déjà le chemin vers lequel on s'est engagé avec ce metadata service. Donc c'est l'étape suivante de ce chemin-là finalement qu'on cherche à réaliser dans les versions à venir.
Alors, juste quelques infos sur ce que je vais vous montrer ici. Donc, on va continuer à travailler sur la partie infographie, sur les notifications, sur l'amélioration du self-service, des data sources et la facilité de partage. Et puis, je vais reprendre ici effectivement le détail de tout ça. Donc, infographie disponible partout, c'est déjà le cas dans la plupart des types de graphiques. Ce qui nous reste à faire, c'est ça, en fait, c'est au niveau des métadonnées, venir associer directement des membres de dimension avec des icônes et notamment proposer, toujours pareil, à travers ce metadata service, des associations existantes. Par exemple, je prends un exemple assez basique, mais assez simple à comprendre, les pays avec leur drapeau existant ou avec leurs couleurs existantes. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourra par défaut charger dans Digdash et puis effectivement venir les réutiliser dans des représentations graphiques si on le souhaite. Toujours en termes de graphique, il y a pas mal de demandes sur la partie cartographie, notamment avec des demandes, on peut déjà faire pas mal de choses dans Digdash, de l'OpenStreetMap, du Google Maps, des cartes Digdash standard ou des cartes Digdash sous forme additionnelle que vous allez pouvoir importer par le gestionnaire de cartes. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même des fonctionnalités dans Digdash qui n'existent pas, par exemple les évolutions des cartes à travers le temps. Comment est-ce qu'on fait pour si j'ai des regroupements de régions, si j'ai des regroupements de villes, si j'ai des changements de PCI ou autres, comment est-ce que je fais pour le matérialiser dans l'axe temporel? Donc là, on est en train de réfléchir à une solution effectivement pour ça, pour se dire effectivement, on veut parfois garder l'historique des cartes dans le passé. Donc comment on fait pour avoir plusieurs modèles et les faire vivre dans le même tableau de bord? Donc on est en train de travailler sur ces sujets-là. Donc il y a déjà des solutions qui sont des solutions un peu en mettant du code aujourd'hui. Là, on veut vraiment l'intégrer comme une fonctionnalité principale parce qu'on se rend compte que c'est une problématique qui revient chez pas mal d'utilisateurs. On veut aussi travailler sur les modèles d'infographie plus configurables. Alors qu'est-ce que c'est l'infographie? C'est tout simplement déjà avoir au moins un éditeur on va dire, de texte et de placement des infographies pour pouvoir créer une iconographie beaucoup plus simple. Aujourd'hui, le placement, il est très contraint dans Digdash. On peut placer en bas, sur le côté, etc. Mais je ne peux pas placer librement. Donc là, on va essayer d'avoir un éditeur d'indicateurs, finalement, beaucoup plus évolué pour que vous puissiez créer tous les modèles d'indicateurs qui pourraient correspondre à vos besoins plus précis. Donc, laisser encore plus de flexibilité et de souplesse sur cet aspect création d'indicateurs, finalement. Notification, alors c'est quelque chose qu'on a déjà depuis plusieurs roadmaps, on continue à l'implémenter, donc vous avez vu qu'on a la possibilité maintenant de mettre des commentaires à des points précis sur les graphiques, mais l'alerte sur les graphiques, c'est cette possibilité effectivement, en fonction d'une détection d'un point particulier, de faire remonter directement sur un graphique une alerte, et puis effectivement quand je clique dessus, il va me dire pourquoi cette alerte a été générée. Analyse automatique, alors pareil, là on a fait pas mal de progrès sur cette partie analyse automatique. Vous avez vu qu'on a la partie description statistique des cubes, donc qui va déterminer où sont les outliers, c'est-à-dire les valeurs qui sortent un peu du lot, etc. Aujourd'hui, quand l'utilisateur charge ces données-là, il n'y a aucune proposition de correction. Donc là, ce qu'on va faire effectivement, c'est d'essayer de trouver une interface. Alors encore une fois, on s'adresse à l'utilisateur basique, on veut trouver une interface relativement simple pour que l'utilisateur comprenne bien que ce qu'il charge n'est pas forcément cohérent et qu'il y a des actions à mener. Est-ce que c'est d'ignorer les lignes? Aujourd'hui, on va l'avertir, mais on va absolument mener aucune action derrière. Ce sera à lui d'aller faire de la transformation de données. Donc clairement, on change de type de rôle parce qu'on va rentrer dans le studio pour faire la transformation de données. Donc on ne s'adresse plus à l'utilisateur métier. Donc là, on va essayer effectivement de faciliter un peu ce nettoyage, cette préparation de données initiale qui reste quand même une des tâches principales des utilisateurs. Toujours la capacité effectivement de proposer des jointures en mode self-service. Donc quand je charge une source de données, quelle source peut me connecter, et notamment en se corrélant potentiellement à des données ouvertes. Donc pareil, l'idée c'est de pouvoir, si vous l'activez, dire tiens, je voudrais rechercher quelque chose qui ressemble à ça. Et donc on va permettre de dire tiens, ça ressemble par exemple à un code INSEE commune, ou ça ressemble à des données météo, ça ressemble à des données du bâtiment, et donc retrouver effectivement des choses qui vont nous permettre d'enrichir les sources existantes avec des données open existantes. Alors, il y a une autre question qui est posée sur la partie bursting. Est-ce que le bursting sera maintenu? La réponse est oui. Est-ce qu'il sera amélioré? Aujourd'hui, on n'a pas de plan pour ça, mais on peut en discuter, Sandrine, sur cette partie-là. Effectivement, aujourd'hui, c'est une interface un peu JSP sur la partie bursting, dans laquelle on va choisir un fichier d'un côté, être capable de distribuer des documents en mode burst sur
basé sur un fichier CSV pour découper ce document. J'avoue que l'interface, elle n'est pas forcément hyper intuitive. On peut en discuter. Il n'y a pas énormément de gens qui utilisent cet aspect bursting, mais il y a quand même quelques clients. Donc oui, je propose à la limite, ce que je propose, c'est de faire peut-être un atelier spécifique sur cette partie bursting avec les clients qui l'utilisent et qu'on voit comment on peut améliorer cette fonctionnalité. C'est noté en tout cas, Sandrine. Merci pour la question. Gestion des dépendances, donc toujours pareil, vous avez vu que la gestion des dépendances, elle existe partout dans Digdash. Pour aller plus loin encore, aujourd'hui, l'idée, ce serait de rajouter des actions. Je veux remplacer un format par un autre, je veux remplacer un style par un autre. Là, aujourd'hui, on ne fait que décrire ce qui existe. Tel objet est dépendant de telle ou telle chose. Quand je l'enlève, je peux effectivement savoir quel est l'impact, mais si je voulais le remplacer par tel ou tel autre, aujourd'hui, c'est un peu complexe. Donc, on va continuer à enrichir effectivement ces actions sur les dépendances entre les objets. Dans le tableau de bord, pareil, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un éditeur de thème beaucoup plus simple, hein, qui va permettre à l'utilisateur de se créer des thématiques au niveau du tableau de bord. Alors, tableau de bord au sens large du terme, vous avez vu tout à l'heure qu'on a l'éditeur et l'assistant de création sur la partie studio qui va couvrir tout l'aspect graphique. Mais en fait, pourquoi pas le faire directement depuis le tableau de bord? Donc, depuis la page de tableau de bord, pouvoir effectivement créer des thèmes et avoir un thème qui couvre non seulement les besoins du tableau de bord lui-même, les menus, les sous-menus, etc., les composants, les cadres, mais jusqu'à effectivement à définir la thématique aussi pour les graphiques, les épaisseurs de traits, etc. Donc essayer de centraliser un peu tout ça avec un éditeur simple, accessible pour l'utilisateur final, et qui va lui aussi générer derrière un CSS. Donc pour les gens qui veulent aller beaucoup plus loin, faire de la personnalisation beaucoup plus fine, on pourrait continuer à le faire hein, comme on le fait dans Digdash jusqu'à maintenant. L'autre point aussi, c'est il y a beaucoup d'entre vous qui ont créé des sortes de pages d'accueil hein, pour Digdash pour aller se rendre au tableau de bord X ou Y et pas naviguer dans les menus directement. Donc l'idée, ce serait de généraliser cette méthode de page d'accueil. Hein. Encore une fois, quand on voit des pratiques qui sont développées chez pas mal de nos utilisateurs, essayons de les intégrer dans Digdash pour qu'il n'y ait pas des petits bouts de code JavaScript qui traînent et qui nous permettent de faire ça, et essayons de le faire de manière configurable avec un éditeur sans avoir besoin de faire le moindre code JavaScript. Donc l'objectif, c'est ça, effectivement, d'avoir une page d'accès aux différents rôles et tableaux de bord existants en gérant les droits d'accès, en gérant la manière d'afficher ces rôles, donc quelque chose d'un peu plus souple hein, qui va permettre de retrouver les pages d'accueil qu'on voit chez pas mal de clients et qui permet de choisir les typologies de tableau de bord. Autre point important, donc pareil sur le self-service, on continue hein, d'enrichir le self-service. Alors là, les choses qu'on n'a pas faites, c'est de continuer à aller vers des fonctionnalités avancées, hein, notamment de permettre par exemple directement pour des utilisateurs un peu plus férus d'aller taper du code Python ou du code R pour enrichir les sources, etc. Le fait de promouvoir les mesures dérivées, donc aujourd'hui toutes les mesures dérivées qui sont créées au niveau du graphique, hein, au niveau du self-service, l'idée c'est de pouvoir les pousser vers alors avec un système effectivement d'approval, hein, je veux pousser cette mesure, est-ce que vous l'approuvez pour l'insérer dans le modèle de données? Donc là il y a une réflexion qui est faite dans ce sens-là pour voir comment on va faire effectivement pour pousser les mesures dérivées vers le modèle de données, qu'elles puissent être réutilisées par tout le monde et pas uniquement par la personne qui l'a créé dans sa partie self-service. Ok, les sources données, alors l'étape 2 du live data, l'étape 1 aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a des cubes transitoires qui sont jamais stockés sur le disque, donc c'est presque du live data, sauf qu'effectivement, ça génère des requêtes SQL qui peuvent être un peu plus larges que ce dont on a besoin. L'étape 2, c'est effectivement de faire du SQL direct vers du result cube, c'est-à-dire vers le tableau de bord, hein, sans passer par une étape de cube in memory. Encore une fois, hein, je rappelle que ce cube in memory only, c'est-à-dire qui n'est jamais stocké sur le disque, existe aujourd'hui et est un palliatif à cette méthode de live data réel. La différence avec le live data réel, c'est que là, on va pouvoir sélectionner beaucoup plus facilement, sans avoir besoin de les prédéfinir dans la requête d'alimentation, les closeware. Les closeware vont être définis directement avec les filtres qu'on va mettre en place dans le tableau de bord. Alors, il y a une autre question qui est posée. Alors, la question qui est posée, est-il prévu de pouvoir sauvegarder les filtres dans un tableau de bord? Alors, je pense que cette fonctionnalité existe déjà, je vais juste la rappeler dans un instant, mais on va voir si on parle bien de la même chose. Hein. On peut, au niveau d'un tableau de bord, faire une sauvegarde des filtres existants. Hein. Je vais juste le rappeler pour vous le montrer. Si, par exemple, ici, vous avez choisi produit et retail, vous pouvez aller ici et dire dans navigation, je veux sauvegarder l'état courant.
Et si vous sauvegardez l'état courant, vous lui donnez un nom, par exemple, je vais l'appeler sélection retail, et vous pouvez alors vous pouvez dire que c'est par défaut, à chaque fois que je me log, c'est ça que je vais charger, ou juste que je vais y revenir plus tard. Donc là, si je me délog ici, alors, juste le temps que, pardon, je récupère ça, je fasse des connexions, c'est juste que ma souris se déconnecte un peu, je pense que j'ai plus de piles. Je me relog avec mon utilisateur Jean, donc là j'ai pas mis de sélection par défaut, donc ça veut dire que je vais arriver dans le même contexte, d'accord? Mais si par contre je réapplique, alors je vais même rentrer dans Data Catalog à nouveau, donc là on voit que je n'ai rien appliqué, et si je retourne ici, que je vais dans Navigation et choisir une sélection, je vais voir ma sélection Retail. Oups. Je peux cliquer sur sélection Retail et ça va revenir dans le même contexte que là où j'étais. Donc je ne sais pas si la question c'est celle-là, mais ça a l'air d'être ça. Ok, donc ça va. Autre question qui est possible, est-il possible d'avoir un filtre dynamique pour avoir une dimension temps et d'avoir un filtre sur les 7 derniers jours? Bah, la réponse est oui, pareil. Alors ça se fait avec des petites méthodologies de JavaScript, mais ça existe déjà. Vous pouvez effectivement définir un filtre sur l'axe temps qui va être complètement dynamique. Il y a pas mal de clients qui utilisent ça. Donc ça, Michael, vous pouvez vous rapprocher du support hein, pour qu'il vous explique comment faire tout ça. C'est relativement simple à mettre en place, quoi. Ok, je reviens, pardon, ici où j'en étais. Désolé, j'essaie de couvrir en même temps les questions, comme ça on essaie de rendre la session la plus interactive possible. J'espère que j'en ai pas raté d'ailleurs des questions. Je vais réouvrir un petit peu plus grand mon panneau de questions. Non, ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon, ok. Alors, je reprends. Donc, on en était à voilà, la partie live data. Donc, ça, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler. La partie web service, avoir une interface simplifiée pour pouvoir effectivement se connecter à des web services. Aujourd'hui, maintenant, on a un petit éditeur qui permet d'aller un peu plus loin. On va aller encore plus loin sur la partie web service parce qu'il y a de plus en plus de services disponibles en ouvert et donc on voudrait pouvoir intégrer effectivement différents modes d'expression de ces web services, que ce soit du SOAP ou autre, pour effectivement exposer les paramètres de manière plus naturelle et plus simple pour un utilisateur. Dernier point, faciliter le partage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'était déjà engagé à faire hein, sur les versions précédentes, notamment la capacité à montrer un tableau de bord que j'ai réalisé à quelqu'un d'autre. Donc on est en train de travailler aussi sur ces sujets-là. Hein. Je suis sur une page et je veux juste distribuer un lien temporaire pour que l'utilisateur puisse voir ma page à ma place sans pouvoir la toucher. L'idée hein, de pouvoir faire du travail collaboratif, hein, puis c'est de plus en plus un besoin que l'on ressent, notamment dans ces périodes de confinement, aller encore plus loin sur ces aspects collaboratifs, c'est aussi un des objectifs qu'on se fixe pour les versions à venir. Et puis je pense que j'en ai fini pour la partie présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et l'idée, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour que vous puissiez interagir, faire remonter vos problématiques, vos questions. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le petit icône pour lever la main, comme ça on vous donne le micro si vous voulez poser les questions en mode audio. Ça peut être plus facile pour tout le monde. Et s'il n'y a pas de questions, ça nous fera une pause un peu plus longue jusqu'à 11 h pour aller voir les sessions différentes. Alors, Jérôme a une question. Sur la partie notification, alerte sur graphique. Vous voulez quoi savoir comment ça va fonctionner, c'est ça cette partie, ou comment ça existe déjà sous forme de commentaires ou... Ok. Alors un truc simple pour montrer le fonctionnement. L'idée c'est quoi hein? C'est vraiment sur un tableau de bord de pouvoir présenter un icône qui va montrer. Alors typiquement ça peut être sur n'importe quel type de graphique, mais on va trouver ça sur des graphiques en courbe par exemple. Donc il y a un événement qui s'est produit. Je vais essayer de le matérialiser effectivement sur un tableau de bord. Je pense qu'on doit avoir ici dans le graphique des ventes, par exemple, ici sur l'évolution du chiffre d'affaires, je pourrais avoir un pic de données et ici avoir un événement qui m'indique j'ai un petit icône et ça me montre que ça a dépassé le seuil d'une alerte et c'est cette alerte qui a généré cette icône au final, d'accord, et qui m'explique effectivement pourquoi j'ai cette alerte à cet endroit-là, etc. Donc ça revient un peu
au système de commentaires hein, qu'on peut déjà ajouter aujourd'hui. Quand je fais visualiser les commentaires ou j'ajoute un commentaire, ça peut venir se positionner sur un point précis de mes données. L'idée, ça là, c'est vraiment on parle encore une fois hein, de ce qui est prévu en termes de notification, c'est de pouvoir les visualiser directement sur un graphique. Donc vraiment avoir un icône positionné à tel ou tel endroit parce que ça a déclenché une alerte que j'aurais mis en place du côté studio, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'avec les alertes, le système d'alerte classique, hein, je veux avoir une alerte quand j'ai dépassé tel ou tel seuil, et cette alerte, bah, c'est une notification sur le tableau de bord ou une notification pardon, sur le graphique plutôt que d'être un envoi d'email ou autre, c'est vraiment qu'une notification sur le tableau de bord. Alors, il y a une autre question qui est posée. Est-ce qu'on peut voir brièvement l'envoi par mail d'un tableau de bord? Alors, l'envoi par mail d'un tableau de bord, ça va se faire par une fabrique, hein. Donc, la fabrique, ça peut être soit une fabrique qui reprend une page de tableau de bord, soit qui va reprendre différents composants de tableau de bord. Et après, c'est vraiment dans la partie studio, hein, alors, je prends ici la partie studio full client, mais je vais la reprendre sous forme web, hein, c'est la même, hein, donc il n'y a pas de contrainte particulière. Donc, on va pouvoir définir au niveau des appareils de sortie le type d'appareil sur lequel on va envoyer. Donc là, typiquement, c'est un email. J'en ai déjà un configuré, moi, mais l'idée, c'est que par défaut, cette liste, elle est vide. Donc vous allez avoir dans le gestionnaire d'appareils, là, la capacité de cliquer sur plus et d'ajouter le type d'appareil qui vous intéresse. Donc dans email, typiquement, je vais donner un nom et puis dans l'aspect synchronisation, je vais dire comment je vais envoyer cet email. Parce que clairement, ça ne peut pas être Digdash qui envoie les emails quand vous êtes dans votre propre infrastructure. D'accord? Donc quand vous êtes sur un système qui est hosté par Digdash, ça peut être potentiellement Digdash, mais ce n'est pas forcément la bonne solution parce que typiquement, on va se retrouver avec des gens, même si c'est Digdash qui host, qui veulent recevoir des emails issus de Digdash avec une URL, une adresse email qui correspond à leur domaine. Donc là, c'est là où on va rentrer le domaine SMTP qui correspond à votre domaine. Et puis après, effectivement, là, on va pouvoir définir dans le corps email comment je vais envoyer cet email, est-ce que c'est en HTML, en PDF, etc. Et ensuite, je vais pouvoir activer pour une fabrique en particulier, hein. Donc je vais choisir une fabrique ici, juste rechercher fabrique, voilà. Pour une fabrique en particulier, je peux dire, celle-là, je veux l'envoyer par email. Donc, je vais cliquer sur email. À quelle fréquence? Ça va être dépendant de la fréquence de rafraîchissement de ce flux de données, hein. Donc, c'est ici, effectivement, je vais définir. Là, c'est avec le portefeuille, mais je pourrais dire, je veux envoyer cet email tous les jours, toutes les semaines, le mardi et le vendredi à 6h45, puis d'autres jours de la semaine à d'autres heures, etc., etc. Donc, on peut programmer comme on le souhaite l'envoi d'email. Alors, il y a une autre question qui est posée par Christine. Nous aurions besoin d'un tableau de bord de gestion des utilisateurs, des types de pages web, donc combien de personnes se connectent par jour, quelles sont les pages les plus vues, combien de temps les utilisateurs restent. Donc ça existe par défaut, c'est dans le module d'audit. Donc ce module d'audit, vous pouvez soit le déployer directement vous. Alors pareil, hein, sur la dernière version, jusqu'à maintenant c'était un plugin. Donc ça veut dire que vous pouviez l'installer sous forme de zip et de backup restore, mais maintenant il est directement dans Metadata Service, hein. Vous cliquez sur module d'audit, installer maintenant, et vous allez avoir accès aux pages d'audit. Donc les pages d'audit, juste pour info, elles vont regrouper toutes les choses déjà que vous allez retrouver dans la partie, je vais revenir ici, serveur, pardon, pas serveur du tout, état du serveur. Toutes les choses que vous allez retrouver ici, hein, les rapports des flux démarrés, etc. Donc, dans les flux, l'utilisation des flux, hein, vous allez retrouver toute cette information qui vous intéresse. Ça, c'est un vrai flux Digdash, hein, donc vous pouvez l'utiliser dans un tableau de bord, hein, il n'y a pas de problème particulier. Donc, à quel moment le flux a été vu, par qui il a été vu. Donc, tout ça, vous pouvez faire un décompte du nombre d'utilisateurs par page. C'est complètement libre. Vous avez accès à tout ça dans le module d'audit. Et il y a même un tableau de bord préexistant dans ce module d'audit. Alors moi, je ne crois pas que je l'ai déployé, là, le tableau de bord, mais effectivement, si vous le déployez, vous aurez accès à toutes ces informations-là. Alors, c'est très technique, d'accord. Donc, le module d'audit est trop technique. Vous voulez une version un peu plus simplifiée. Donc, ça, pareil, on pourra en faire une version plus simplifiée et la livrer sur ce fameux Metadata Service, hein, pour vous donner une vue plus simple de quels sont juste les indicateurs qui vous intéressent, effectivement, d'un point de vue global. D'ailleurs, on pourrait même enrichir le module d'audit pour qu'il soit un peu moins technique, qu'il ait une page d'accueil comme on l'a fait pour la partie un peu catalogue de données. On pourra avoir le même genre de page, hein, effectivement, en commençant par des indicateurs clés, nombre de pages vues, nombre de pages consommées par qui, etc. Puis après, rentrer dans le détail sur ce qu'on a déjà dans le module d'audit déployé. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de le charger. Je ne sais pas si on va voir si par défaut. Antoine, pour information, on a une main levée. Alors,
Ouais, bah, si tu veux activer, il y a quand même encore pas mal de questions, mais tu peux l'activer déjà et puis on peut voir effectivement ce qu'il en est par rapport à cette main levée. Sinon, finis les questions et puis on bascule à la fin. Ouais, d'accord, bah, je peux faire ça aussi. Allez. Donc dans les questions qu'il reste, existe-t-il un moyen de visualiser un document PDF stocké en base de données dans le tableau de bord? Très bonne question, je n'en ai aucune idée, puisqu'aujourd'hui on peut visualiser un document PDF qui est stocké dans un serveur documentaire, mais s'il est stocké en base de données, j'imagine que oui, peut-être avec un petit JavaScript ou une chose supplémentaire, mais je dois avouer que je n'ai pas la réponse de manière immédiate comme ça, il faudra étudier le cas de manière plus précise. Donc pareil, si vous pouvez remonter vers le support, on pourra regarder comment il est possible de faire ça. Est-il possible de générer un envoi de mail sur événement? Oui, bien sûr, hein. Donc là c'est l'idée, hein, c'est quand vous envoyez un mail, vous pouvez effectivement dire dans les fréquences de rafraîchissement ou de définir effectivement qu'il est basé sur événement. Donc quand vous faites plus ici, hein, plutôt qu'automatique, ça pourrait être sur un événement externe et vous identifiez le type d'événement, etc. Après, si c'est un événement interne, donc par exemple vous voulez tester tous les jours ou même toutes les minutes, si c'est pas un événement, dans ce cas c'est une alerte, hein, si un seuil a été atteint, bah là c'est possible aussi, hein, dans les appareils de sortie, vous allez définir, voilà, pour l'appareil email, je vais activer email, je vais définir une condition d'envoi. Alors il faut que je choisisse quelque chose, par exemple ici, donc cette condition d'envoi, ça pourrait être de dire, voilà, si mon nombre de pages de tableau de bord est supérieur à 10, là je vais envoyer un email, d'accord? Donc on peut mettre une condition effectivement à l'envoi, ce qui est un peu différent d'un événement. Donc j'essaie de répondre à la question, même si je ne sais pas si c'était ça exactement la question. L'autre question qui est posée, est-ce que la consultation de tableau de bord d'ICDASH sur mobile est répandue ou cela reste-t-il marginal? Moi, je dirais que de ce qu'on a vu, ça reste assez marginal. C'est assez présent sur tablette. Sur les tableaux de bord mobiles, on a quelques personnes qui ont déployé des tableaux de bord mobiles, effectivement, avec des indicateurs relativement simples. Je sais que c'est le cas, par exemple, chez Airbus, etc. Mais plutôt, je dirais tablette quand même, hein, sur l'usage mobile. Mais sur l'usage smartphone, c'est relativement marginal quand même. Alors, il y a d'autres questions. Peut-on exporter sous Word les informations de l'outil de l'analyse de modèles de données? Cela permettrait de comparer plus facilement deux versions d'une application. Ouais, très bon point. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ce côté-là, mais effectivement, je le note comme une des choses que l'on pourrait faire. On pourrait même peut-être l'intégrer directement dans le produit, hein, cet outil différentiel entre deux versions pour pouvoir comparer facilement les métadonnées entre deux versions, pourquoi pas, quoi. Donc pour l'instant, rien, il faut le faire manuellement, il n'y a pas d'export automatique vers Word, mais si vous le faites manuellement, effectivement, vous pourrez le comparer potentiellement. Est-il possible de rafraîchir des sources et des flux par l'appel à un événement? Sera-t-il possible de connaître via le module de données la durée d'exécution d'un événement? Donc oui, hein, tout ça dans le module d'audit est logué, donc la durée de rafraîchissement des cubes, etc., elle est loguée, donc il n'y a pas de... pareil, je vais le remontrer, mais si par exemple je vais sur l'audit des cubes démarrés, alors je fais le rapport 30 jours ici, bah, je vais voir effectivement les rafraîchissements qui ont été faits et le temps de rafraîchissement, hein, il est logué dans cette colonne-là. La fin de toutes les sources, flux qu'il a rafraîchi, d'accord, ok. Donc c'est plus sur une somme de tout ce qui a été produit par un événement, de ce que je comprends. Donc c'est pas au niveau unitaire, mais c'est au niveau de la somme des choses générées. Bonne question. Je sais que c'est dans le log, mais je ne sais pas si c'est accessible dans la base d'audit. Je demanderai confirmation auprès des développeurs pour savoir si c'est accessible, mais je comprends maintenant mieux le sens de la question. Ouais. Donc, pardon pour la réponse qui était mauvaise du coup de mon côté. Là, c'est vraiment les temps unitaires de chacune des sources pour savoir ce qu'un événement a déclenché et combien de temps il a mis au total. Bah, c'est présent dans la base des logs, mais je ne suis pas sûr que ce soit disponible dans une base exploitable par DigDash. Donc effectivement, si vous allez dans
ici et vous déclenchez un événement, à la fin de l'événement, je crois qu'il y a un truc qui dit no more job et le temps complet de tout ce qui a pris l'ensemble des jobs. Donc par exemple, là, le dernier que j'ai fait, ça a mis 22 secondes, mais ici, vous allez avoir l'info. Alors elle se trouve aussi, l'info, quelque part loguée ici sur les dernières tâches, là, mais effectivement, ça va être que transitoire, c'est-à-dire que vous l'aurez que pour le dernier événement généré. Donc je vais voir si on a accès à ça, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit dans la base d'audit. Okay, bon point. Ok. Concernant la périodicité de l'envoi d'email, par exemple toutes les heures, est-il possible de lui rajouter une condition supplémentaire de 8 heures à 16 heures par exemple? Alors très bon point, la question a été posée par d'autres clients, donc c'est quelque chose qui va être ajouté, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut que gérer quand on gère par minute, ça va être toutes les minutes, ou toutes les heures, ça va être toutes les heures, et pas toutes les heures de 8 heures à 16 heures. Donc c'est quelque chose qu'on va rajouter parce que ça a déjà été remonté par d'autres clients. Donc effectivement, très bon point, on va le rajouter. Il n'y a plus de questions de mon côté, Elodie. Je te laisse, si quelqu'un a levé la main, lui activer le micro peut-être pour poser la Oui, question en mode audio. alors j'ai activé le micro de Kader Metlen, je sais pas, la main n'est plus levée, alors je sais pas s'il y a toujours la question. Oui, j'ai toujours la question. Oui, bonjour bon. à tous. Bon, c'est un peu par paresse que je préfère parler que écrire, C'est très bien. mais j'ai deux questions. La première, c'est tu as parlé tout à l'heure de l'analyse sémantique des sources. Je voulais savoir si d'abord en quoi ça consistait et est-ce qu'on pouvait espérer à terme, disons, une espèce de représentation sous la forme d'un thésaurus des informations des différentes sources. Et puis j'ai une deuxième question, ça concerne la gestion des palettes de couleurs. Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont apportées ou en perspective sur la gestion des palettes de couleurs? Voilà. Alors sur la première question, sur la partie analyse de données, donc effectivement, hein, c'est quand on va laisser un utilisateur charger des données à travers l'interface de création automatique de tableau de bord. Pour l'instant, cette analyse sémantique, elle est liée aux templates que l'on livre ou que des utilisateurs vont créer. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut créer des templates en mettant en place effectivement des mots-clés qui vont faire réagir ces templates. D'accord? Donc si je vois qu'il y a des choses qui parlent, je ne sais pas moi, de chloroquine, de Covid, etc., ben, peut-être que je suis sur un tableau de bord de l'IHU de Marseille. Enfin, j'exagère un peu, c'est juste pour donner des exemples, mais oui, on peut mettre en place ce genre de choses-là sous une forme de template. Aujourd'hui, ce template, il est, on va dire, on peut les construire, mais c'est sous forme de XML. Donc j'avoue que c'est pas très simple. Ça ne s'adresse pas à un utilisateur de base pour construire des nouveaux templates qui vont faire réagir des choses. Mais par contre, il y a toute la syntaxe qui existe et je pense qu'on a prévu de l'exposer pour en faire quelque chose d'un peu plus utilisable sous forme éditable, ces templates-là, effectivement, de dire voilà, attaché à ces mots-clés-là, je voudrais générer ce type de tableau de bord-là avec la priorité sur tel ou tel type de dimension. Donc la réponse technique, elle existe. La réponse simple pour un utilisateur, elle n'existe pas encore aujourd'hui, juste pour répondre à cette première partie. La deuxième partie sur la palette de couleurs, alors je ne sais pas quelles étaient les problématiques sur les palettes de couleurs, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus et qu'on regarde directement dans la partie studio ensemble, à la limite, ce qui pose problème du côté des palettes de couleurs. C'est pas nécessairement un problème, simplement je me demandais, mais bon, ça vient peut-être du fait que on n'est pas sur la dernière version, mais j'avais l'impression que on pouvait organiser ça, disons de façon hiérarchique et qu'on sache exactement quel flux utilise quelle palette, comment est-ce qu'on fait une modification au niveau d'une palette, comment est-ce qu'elle se répercute sur les flux qu'il utilise et toutes ces choses-là, quoi. Alors ça existe hein, effectivement, hein, depuis la 2020 R1, vous avez cet analyseur de dépendance. Donc dans l'analyseur de dépendance, hein, vous allez pouvoir définir, voilà, la palette flat design, hein, c'est celle sur laquelle j'étais ici. Flat design, vous cliquez sur l'analyseur de dépendance et vous savez effectivement par quel flux elle est utilisée. Vous pouvez continuer à descendre, par quelle page du tableau de bord est utilisée, etc., etc. Donc ça existe déjà. Hein, depuis la 2020 R1, on a cet analyseur de dépendance qui est directement dans le studio, soit le studio web ou le studio full client, peu importe. Vous avez effectivement ce petit icône analyseur dépendant. C'est vrai pour les palettes de couleurs, mais c'est vrai pour toutes les autres choses. Hein. Je rappelle que dans Digdash, on essaye de faciliter la maintenabilité du système. Donc ça veut dire qu'effectivement, même si vous voulez changer un format de nombre, vous allez pouvoir savoir à quel graphique, quelle dimension, etc. utilise ce format de nombre. Donc ce petit icône analyseur de dépendance, on va le retrouver dans la plupart des gestionnaires
ce soit le gestionnaire de palettes de couleurs, de styles de graphiques, d'icônes, de fonctions JavaScript, etc. Vous allez retrouver ce petit icône analyseur de dépendance. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Kader. Oui, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour information, j'ai partagé les liens dans le chat. Le premier envoi, c'est un loupé, mais là, les derniers liens que j'ai mis. Ah, d'accord. Donc, il faut cliquer sur les derniers liens dans le chat. Alors, la boîte de chat, avec le sujet optimisation et performance, self-service BI et design ergonomie, il y a 3 liens qui redirigent vers GoToMeeting. Et ça démarre à 11 h. Alors, il y a une dernière question qui est posée sur les couleurs. Est-il possible d'affecter une couleur à une année, par exemple? Alors, la réponse est oui. Vous pouvez le faire notamment au niveau du tableau de bord. Dans le tableau de bord, c'est une question qui est posée en mode écrit, c'est pour ça que je la répète. Dans le tableau de bord, vous avez la possibilité, effectivement, alors on va aller sur une page sur laquelle ça a du sens. On va retourner dans l'éditeur. Il faut que les palettes, il faut que la palette de données soit, pardon, la palette de couleurs, je raconte n'importe quoi, la palette de couleurs soit partagée. Je rappelle qu'au niveau du studio, vous pouvez définir si une palette de couleurs va être partagée ou pas. Donc, on va essayer de trouver un endroit où ça aurait du sens. Par exemple, ici, j'ai des produits, d'accord. Alors, on va regarder quand même dans 10 meilleurs produits dans la partie ici, studio. Je vais chercher les 10 meilleurs, soit dans retail, 10 meilleurs produits, je vais aller éditer le graphique. Donc par défaut, les palettes sont partagées. Donc si vous posez la question, normalement, la chose doit être cochée. Je vais quand même vérifier ici pour qu'on voit vraiment tout le cheminement ensemble. Donc la couleur est partagée entre les graphiques d'une même page. Ça veut dire qu'effectivement, je vais pouvoir l'éditer au niveau de la page. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que concrètement, au niveau de l'éditeur, je vais pouvoir aller dans le gestionnaire de légende et pouvoir dire, alors aucune donnée à afficher. Pourquoi il n'y a aucune donnée à afficher? Oui, parce qu'il faut que je fasse ajouter, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vais pouvoir choisir, alors je vais pouvoir choisir rien du tout, parce que ça, non, c'est juste que ça a mis un peu de temps, pardon. Je vais pouvoir choisir le nom qui m'intéresse, donc par exemple ici, Camcorder CA, qui va correspondre à ça, par exemple, lui attribuer une couleur en particulier. Et donc ensuite, quand je vais l'appliquer, je vais voir effectivement la couleur, indépendamment des couleurs que j'avais définies, dès qu'elle va être présente sur le tableau de bord, elle va être utilisée de cette manière-là. Donc ce serait pareil pour des années, c'est juste que ici, je n'ai pas un graphique qui représente des années, mais ça se passe exactement de la même manière si c'était représenté sous forme d'années. Et donc après, quel que soit ce qu'on représente en termes d'indicateurs sur cette année, si on l'a mis indépendamment de l'indicateur, on va pouvoir retrouver effectivement cette valeur-là. Et il n'y a plus d'autres questions de mon côté. 10h50, on est à peu près à l'heure. Ça vous laisse 10 minutes pour rejoindre les réunions suivantes. Donc je rappelle le principe, il y a 3 thématiques qui ont été les 3 thématiques votées par les gens qui ont participé au sondage sur ce qui les intéressait le plus. Donc rejoignez une des 3 thématiques et puis vous aurez accès en replay aux autres thématiques, donc n'hésitez pas effectivement à relire. Donc ça va durer, c'est une session d'à peu près 1 heure. L'idée c'est que ça puisse être aussi le plus ouvert possible, donc si vous voulez poser vos questions, aller plus dans le détail, vous avez effectivement un consultant qui vous accompagne sur cette session-là pour vous montrer les exemples précis liés à cette thématique. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette première partie. Désolé d'avoir des circonstances un peu particulières. On fait ce qu'on peut effectivement pour garder le contact entre les clients et que les clients aussi puissent garder le contact entre eux. Ça, c'est un point important. J'ai bien conscience que cette version un peu online ne satisfait pas à 100% cet objectif-là. Donc, on essaiera dès que possible de refaire des événements live pour que vous puissiez vous rencontrer et échanger autour du produit et nous faire des remontées peut-être de manière un peu plus facile quand c'est à l'oral que quand c'est en mode online. J'en ai bien conscience aussi. N'hésitez pas en tout cas à venir nous recontacter. Merci pour votre participation.